Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur lrmhuissier au pluriel.com, lrmhuissiers.com pour plus de détails. Il ne faut pas attendre la fin de la période de référence pour courir les formations professionnelles reconnues par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires. C'est maintenant le moment de prendre le temps d'écouter des formations sur des sujets actuels, variés, dans un format accessible et facile d'écoute. Je parle évidemment du podcast Questions de preuve que vous pouvez écouter n'importe où, n'importe quand, afin de compléter vos heures de formation professionnelle continue. L'écoute de Questions de preuve est gratuite et obtenir vos formations coûte aussi peu que 10 $ l'heure. Simplement aller sur la section Questions de preuve du site rivercastmedia.com. Certaines conditions s'appliquent. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados dont Questions de preuve, un podcast d'actualité juridique par et pour les juristes. Que ce soit pour rester informé des actualités juridiques ou simplement pour compléter votre formation, le podcast Questions de preuve vous offre une panoplie de sujets juridiques présentés par des experts dans leur domaine. Allez sur le site rivercastmedia.com/QDP pour plus de détails. Aujourd'hui, les actions collectives. Mon invité est bachelier en droit de l'Université de Montréal et détient un certificat en droit chinois from the China University of Political Science and Law. Membre du barreau depuis 2004, il concentre sa pratique sur les actions collectives tant en demande qu'en défense. Aujourd'hui, chez Bello-Lapointe, son expérience particulière en matière d'actions collectives lui a permis d'être impliqué dans la gestion de dossiers d'envergure nationale. Je suis heureux d'accueillir un avocat qui figure depuis 2015 dans la publication de Best Lawyers in Canada, Litige, Actions collectives. Alors sans plus tarder, bonjour Jean-Philippe Lincourt. Bonjour Hugo. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. J'ai pas trop d'erreurs. Ben, je dirais, en fait, pour ménager peut-être certaines susceptibilités, je rephraserais et je dirais pratique aujourd'hui en demande en action collective. Ah, mais tu vois, c'est vrai que tu as fait les deux côtés, hein, c'est ça? Voilà. Et que la pratique hybride est un phénomène plutôt rare, voire inexistant au Québec. Vois-tu, là, tu viens d'ouvrir une autre avenue possible, mais on va s'en tenir au synopsis, puis on verra si on va pas rajouter des choses. Donc, les recours collectifs, maintenant une action collective ou les actions collectives, est-ce que c'était déjà dans ta mire à l'université, au barreau, au stage? C'était quoi qui t'a mené à ça? En fait, la petite histoire, en stage, je faisais mon stage dans un cabinet qui offrait un stage exclusivement en litige. Donc, un stage assez classique où il t'a peut-être connu cette époque-là, Hugo, là, où on nous envoyait à la cour avec 17 dossiers le matin même et il fallait revenir avec un résultat. On allait en 2-16, il y avait 188 dossiers. On était référé en 2-08 et on revenait à midi au bureau où la vraie journée commençait. Oui. Voilà. Et quand tu étais chanceux, on t'avait distribué ce dossier-là 48 heures à l'avance et non pas le soir, la veille. Ah oui, mais certainement 50% le matin même. Mais oui, c'est des bons souvenirs, mais un souvenir encore plus marquant, c'est certainement un mandat que j'ai eu durant ce stage-là qui m'a amené à être impliqué dans l'action collective qu'on appelle communément le dossier du tabac, alors qui a fait les manchettes, je dirais, même depuis son dépôt en 1998. Alors, on se replace en 2004, alors j'étais en stage. Le cabinet où j'étais faisait partie de l'équipe en demande. Okay. Dans le il y avait plusieurs cabinets impliqués. Ça a été un peu ça a été ma première immersion dans un dossier d'action collective. Quand même dès le stage. Dès le stage. Et la piqûre, je l'ai toujours dit, la piqûre s'est produite dans ce contexte-là. À un point tel que rapidement après le stage, j'ai migré dans un cabinet qui faisait que de la demande en action collective. Où j'ai pratiqué pendant près de 2 ans. Et certainement, le goût de cette pratique-là s'est confirmé, s'est développé. Et c'était, je le dis encore aujourd'hui, c'était des dossiers de qualité, là, des dossiers dans lesquels on pouvait s'épanouir, je dirais, comme jeune avocat. Mm-hmm. À la nuance près que, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, à la nuance près que dans ces dossiers d'envergure-là, pour un jeune avocat, il y a un paquet de choses que tu n'apprends
pas à faire parce que c'est des dossiers d'importance où les enjeux, à chaque fois qu'on se présente devant le juge, sont d'une importance critique. Mhm. Donc, l'apprentissage de la boîte à outils du litigator, là, Ouais. comment produire des pièces devant un juge, comment interroger, contre-interroger un témoin à la cour, c'est faire un premier procès tout seul. C'était moins omniprésent dans dans un cabinet dans tes spécialisé possibilités. en demande en action collective. On va pas t'envoyer faire tes dents sur un dossier d'action collective. Ouais. Alors, j'étais un peu dans un espèce de cercle vicieux où, oui, je faisais ma passion, mais j'avais un danger de progresser en montant une espèce de compétence trouée. Okay. Donc, dire, ben là, tu vas te retrouver après 7, 8, 9, 10 ans de pratique, puis tu n'as jamais fait un procès. Oui, mais il y a tellement peu de procès de toute façon en action collective. Oui, mais on pourra se raconter des histoires de guerre aussi. Il y en a. Mais à toute fin pratique, là, c'était pas la meilleure école pour dire, ben j'ai... en bon français, j'ai les skills d'un avocat de litige. Alors, ce qui a fait en sorte que j'ai saisi une opportunité d'aller faire encore de l'action collective, mais en défense, et où j'étais exposé à une panoplie d'autres dossiers aussi. Et ce qui m'a amené à faire de la défense pendant près de 10 ans là, par la suite. Alors, mais toujours en gardant une implication dans le domaine des actions collectives, et depuis quelques années, retour aux sources. Chez Bello-Lapointe, en demande. Où je dirais que je fais à peu près 75 à 80% de l'action collective, un peu de litige commercial pour le reste. Ça garde la main aussi dans l'action du litige traditionnel, mais aujourd'hui, c'est essentiellement, encore une fois, de l'action collective en demande. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? C'est quoi la plus grande différence entre le litige commercial pur, si je peux me permettre le mot, si on peut se permettre le mot, et du litige commercial, mais en action collective? C'est sûr qu'il y a souvent un aspect consommateur, premièrement. C'est certain qu'il y a il y a plusieurs différences. Je te dirais, évidemment, il y a le contexte dans lequel on sert des clients. Évidemment, en action collective, tu sers un groupe qui, par définition, est défini par un jugement, mais dont, dans les premières étapes, tu as plus ou moins de contact avec les gens. Tu as un contact avec le représentant du groupe ou la personne qui souhaite devenir représentant. Tu as un contact avec parfois l'association de consommateurs qui te donne le mandat. Mm-hmm. Mais souvent, le modèle d'affaires, et c'est le cas au bureau, dans la plupart des cas, on est payé au résultat. Alors, donc, la relation... je dirais, la relation avec le client et le back and forth d'instruction et de retour, mais la dynamique est différente pour des raisons évidentes. C'est qu'on va chercher nos instructions, mais aussi on est quelque part une partie prenante dans l'aventure commerciale que le dossier constitue, versus la relation plus classique où ton client vient te voir, te confie un mandat, te paye aux 30 jours et t'obtiens ses instructions au fur et à mesure que tu progresses dans le dossier. Alors, la dynamique est un peu différente. Mais pour le reste, si ta question s'intéressait plutôt au type de litige dont il s'agit... c'est un peu... je voulais parler un peu de tout. Je pense que déjà, tu m'as éclairé sur quelque chose que je n'avais pas nécessairement pensé, la relation client... avocat, qui est un peu différente. L'autre chose que tu me fais un peu sourire, paiement à tous les 30 jours. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'avocats qui vont nous écouter, qui vont dire, ben oui, j'ai des paiements tous les 30 jours, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on a un peu comment tu as atterri dans le domaine, un petit peu les particularités de la pratique. L'autre question que j'avais peut-être un peu pour toi, parce que tu disais, bon, le temps demande, le temps défense, je pense que ça donne une bonne transition pour te poser la question, le client, on le trouve comment? Vous avez votre expertise, c'est certain, mais sinon, de base, là, le premier dossier, un avocat qui voudrait se lancer dans ce type de pratique-là, fait quoi pour trouver, disons, son dossier en demande ou son dossier en défense? C'est assez difficile de dire, moi, je dis toujours à la blague, tu sais, vu que je fais un peu de litige, que je peux pas téléphoner à quelqu'un, as-tu quelqu'un à poursuivre aujourd'hui? Les dossiers tombent un peu sur mon bureau, le fait que j'ai des contacts clients en commercial, mais tu n'as pas nécessairement un contact client qui a un risque d'avoir une action collective, donc tu le gardes dans ta manche de tes clients, de ta banque de clients. Commençons par répondre pour l'aspect de l'action collective en demande. Alors,
c'est évident que ça fonctionne de plusieurs façons. Et ma réponse va comme suit. Il y a beaucoup de cabinets, si on fait un tant soit peu de recherche, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, ou même c'est la réalité aux États-Unis, qui ont une réputation, une bonne réputation d'avocat en demande. Donc, sur la porte, il est clair que l'avocat fait de l'action collective. Donc, et j'ai la chance de faire partie d'un cabinet qui, depuis 20 ans, là, exerce en demande en action collective et qui est reconnu dans le milieu comme tel. Donc, ça fait en sorte que dans mon quotidien et dans le quotidien du bureau, il y a certainement une masse significative de gens qui nous contactent avec des projets d'action collective. Des gens qui disent, moi, je suis un consommateur, je vis telle chose avec le produit que j'ai acheté, je vis telle chose avec l'action que j'ai achetée sur le marché, ou ainsi de suite. Alors, c'est certain qu'on a la chance d'avoir des gens qui nous appellent. Alors, déjà, ça, c'est peut-être le premier volet. Le second volet, c'est la relation qu'on développe avec le milieu. Et là, le milieu se définissant comme étant les associations de consommateurs, les associations de défense des droits des investisseurs. On peut imaginer des noms. La jurisprudence en regorge de ces associations qui, dans leurs objectifs, dans leur mandat, c'est quelque part d'assurer la défense des droits des consommateurs ou des investisseurs. Pour avoir option consommateur. Par exemple, et sans dévoiler de grands secrets, que l'on représente dans plusieurs actions collectives. Alors, c'est certain que ça fait des organismes comme ça, dont la mission est notamment d'instituer des actions collectives. C'est un client qui est souvent au rendez-vous. Et le troisième volet de la question, si on veut être transparent, ouvert et se dire les vraies choses, Hugo, c'est, il ne faut pas se mentir qu'il y a une partie de l'industrie des actions collectives en demande qui sont, l'expression anglophone là, qui est bien connue à ce sujet-là, c'est très attorney-driven. Donc, il y a un pourcentage significatif de dossiers qui sont pris par les avocats en demande qui ont une idée d'une faille, par exemple dans la pratique d'une entreprise, par exemple dans un fait de l'actualité, ce qui amène le dépôt d'une action collective. Alors ça, c'est la troisième façon dont les dossiers sont pris. Et là, il y a une fine zone de ce que tu décrivais tantôt, de la façon dont l'avocat obtient le mandat d'un éventuel représentant pour déposer l'action collective. Et on peut faire tout de suite un lien direct avec l'un des critères d'autorisation de l'action collective, à savoir si le représentant qui est mis de l'avant, est-ce qu'il est valable au sens de la jurisprudence. Est-ce qu'il est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. Voilà. Alors, on s'intéresse surtout, et c'est un critère qui est relativement facile, je dirais, à rencontrer, mais à partir du moment où on est dans des situations de conflit d'intérêts avec l'avocat des membres ou des situations... Non, je le voyais pas comme ça, à part de dire, à partir du moment où tu es un avocat puis tu as un peu d'expérience, tu es correct, mais c'est vrai, il y a tout l'aspect conflit d'intérêts avec les membres. Avec les membres, avec le cabinet lui-même. Un membre du cabinet pourrait-il représenter le groupe, alors qu'il a des honoraires à la clé, mais aussi entre ses mains le sort des gens qui les représentent. Alors, il y a des belles questions qui sont déjà documentées en jurisprudence là, sur, disons, le bras de distance qu'on doit avoir comme avocat en demande et... le juge Roy en a parlé à la Cour d'appel dans quelques décisions. L'action collective. On n'invente rien. 571 du Code de procédure civile. L'action collective est le moyen de procédure qui permet à une personne d'agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d'un groupe dont elle fait partie et de le représenter. Outre une personne physique, une personne morale de droit privé, une société ou une association, ou un autre groupement sans personnalité juridique peut être membre du groupe. J'ai le goût de faire du pouce tout de suite sur un élément de la définition qui se retrouve à 571. Vas-y. C'est la représentation sans mandat.
qui est, je dirais, le concept ou la fiction juridique qui est au cœur de ce qu'est une action collective, ou anciennement, on disait recours collectif. Là, puis je pense qu'on se l'est dit en introduction, là, je risque de trébucher de dire recours collectif quelques fois. On sous-entend action collective à chaque fois qu'on l'aura dit. Alors le terme est défini dès maintenant. Mais pour revenir à la question de la représentation sans mandat, habituellement, dans tout dossier classique, moi je suis ton client, Hugo, je vais venir te voir, je vais te donner un mandat. Donc, direct. Vas-y, Hugo, représente-moi pour faire valoir mes droits dans le contexte de tel dossier. Alors, c'est assez simple. Je t'ai donné un mandat directement. Mais moi, le clone d'un groupe de gens qui sont tous propriétaires, par exemple, du même véhicule automobile ou du même électroménager ou de la même action en bourse, en fait, ce qu'on vient faire, c'est toi, l'avocat, ou moi, la personne qui lève la main, je viens te voir, mais je dis, on pourrait représenter tous les membres du groupe. Mais il n'est pas pratique de demander à tous ces gens-là que, d'une part, on ne connaît pas, dont l'identité n'est pas connue. Ça, c'est un peu la définition, on pourrait dire, de connaissance publique là, de c'est quoi un groupe. Oui, mais après ça, le mandat, comment on va le chercher? On ne fait pas signer un mandat à toutes ces personnes-là. Mais on n'a pas un représentant. On a un représentant. Donc, lui, cette personne-là doit être quelqu'un qui a été... Là, je veux dire le mot floué, mais elle doit être quelqu'un qui a un droit à faire valoir. Un droit à faire valoir par rapport à ce qui est demandé à la Cour. Bon, alors, il y a cette personne-là. Mais ensuite, pour revenir à l'idée de l'absence de mandat pour tous les autres, c'est qu'on va chercher, puis la jurisprudence le dit comme ça, on va chercher un mandat judiciaire. Alors, c'est à ça, d'abord et avant tout, que sert l'étape de l'autorisation du recours collectif, de l'action collective. C'est donc d'aller chercher le sceau du tribunal pour que le représentant puisse prétendre représenter l'ensemble des membres du groupe qu'il désigne. Alors, essentiellement, plutôt que de faire signer un mandat à tous ces gens-là, c'est le tribunal qui dit « Ah ben oui, toi, M. Lincourt, tu peux représenter l'ensemble des gens qui ont les caractéristiques que tu as déterminées. » Fait que, outre la définition que je viens de te donner, on comprend que l'action collective, c'est juste un véhicule procédural. C'est juste pour indiquer à la Cour qu'on a un véhicule procédural pour représenter un groupe. Et l'action collective permet à une personne d'agir en demande pour le compte de tous les membres d'un groupe et de les représenter sans mandat, 5,75. Voilà. Et ce qui m'amène à tout de suite faire le commentaire que, de répondre à ta question, oui, ce n'est qu'un véhicule procédural. Alors, d'aucune façon, ça ne change les droits substantifs que les gens peuvent avoir. Ça n'a aucune influence sur la nature du droit que chacun des individus peut avoir ou ne pas avoir ou peut faire valoir. Mais il faut que les recours de chacun des individus soient semblables. Effectivement. Puis, qu'il y ait suffisamment de questions communes, ou en fait, une question commune suffisamment significative ou non négligeable. Puis, on pourra regarder le vocable de Vivendi. Mais oui, on cherche un dénominateur commun qui va relier tous ces gens-là. Mais c'est facile, disons, ça peut être plus facile dans un cas où on poursuit les compagnies de cellulaires pour dire, ben là, il y a 4$ de chargé pour rien à tous les mois. C'est le même recours pour tout le monde. Cependant, dans certains autres dossiers, et là, je pense, on ne veut pas nécessairement se pencher directement là-dessus, mais le dossier de Roson, où c'est un peu difficile, Roson contre les courageux, c'est un petit peu différent. Donc, on parle-t-il d'un recours semblable. Donc, c'est là où il faut faire la distinction et à certaines fois, j'imagine que pour vous, en demande, c'est beaucoup plus facile à prouver le recours semblable des gens du groupe que dans d'autres situations. Oui, puis chaque dossier amène ses défis en ce sens que le modèle est testé à chaque fois, dans le fond. Là. C'est que tu te dis, je tente d'utiliser le véhicule de l'action collective pour le dossier que j'ai. Il y a des cas, évidemment, qui sont, entre guillemets, plus faciles que l'autre. Mais je reviens encore une fois, que ma représentation sans mandat, puis au mandat judiciaire, je pense qu'on doit poser tout de suite dans notre discussion le jalon que les dossiers d'action collective sont des dossiers à haute surveillance judiciaire.
Parce que, par définition, il faut savoir qu'une action collective est en gestion particulière, de facto, nécessairement. Merci à de la préciser, cour. Oui. je l'ignorais. Et Dans tous les districts? dans tous les districts. OK. Et dans les districts, en fait, notamment dans le district judiciaire de Montréal, il y a une équipe restreinte de juges qui entend, et là, c'est un scoop, là, qui jusqu'à On n'est pas un outfit journalistique, mais maintenant, je regrette de ne pas avoir un genre de vignette audio breaking news. Oui, voilà. Il y a une équipe restreinte qui, jusqu'à tout récemment, de juges, qui était chargée d'entendre les actions collectives jusqu'au stade de leur autorisation. Donc, pour la première étape. Mm-hmm. Et leur mandat a été, ils sont 10 ou 11, ou on pourra vérifier, mais c'est un groupe restreint. Et leur mandat a tout récemment été étendu jusqu'au stade de la mise en état pour les fins du procès collectif. OK, quand même. Donc, et c'est un autre sujet peut-être, mais je disais sous haute surveillance judiciaire, c'est donc des dossiers qui sont assez lourds sur le système judiciaire, il faut le dire. Juge Fournier, juge en chef Fournier nous l'a rappelé. Beaucoup, oui. Je suis convaincu que les commentaires de la juge Biche d'il y a quelques années, en fait il y a 2 ans environ, dans l'affaire Boiron, sont aussi motivés par l'importance du volume de dossiers d'action collective, notamment à la Cour supérieure du district de Montréal. Donc, c'est des dossiers qui sont surveillés par nos tribunaux, qui demandent une gestion particulière quand même attentive. Oui, les enjeux sont importants, mais le volume de dossiers aussi l'est. Alors, c'est certain que ça préoccupe les responsables de l'administration de la justice en général, de se dire, est-ce qu'on a le meilleur système? Est-ce qu'on a les meilleurs outils pour effectivement donner accès à la justice à des gens qui, s'ils étaient seuls, ne solliciteraient certainement pas les tribunaux? J'ai comme une question en 2 volets pour toi quand tu dis que les dossiers d'action collective sont scrutés un peu plus fortement par les juges. Est-ce que tu vois ça comme un avantage ou un désavantage? Et moi, je vais parler comme un gars de commercial, un gars de litige régulier, si on peut dire. Est-ce que ça augmente le taux finalement de recours frivoles et manifestement mal fondés? Non, je pense... Donc, 575 s'applique toujours, les 4 étapes. Il n'y a pas un juge qui va dire « OK, mais ça, on rejette ça parce que c'est un recours qui abus de procédure ». Non, non, j'allais pas jusqu'à faire le lien que tu suggères, mais je te dirais que comme avocat qui fait du litige traditionnel également, plus souvent qu'autrement, on apprécie que ces dossiers-là soient en gestion particulière. Il y a un incident qui se profile à l'horizon, on connaît qui est le juge, on a un accès quasiment en temps réel à ce juge, à qui on peut écrire en disant monsieur le juge, les parties constatent qu'ils ont des difficultés pour franchir telle étape et on aura besoin d'une demi-journée pour trancher telle affaire. Et le juge nous revient souvent relativement rapidement avec une date pour trancher la dite problématique. Okay. Donc ça, je dirais quelque part que je suis certain qu'il y a plusieurs praticiens qui nous écoutent qui viendraient dire vous êtes en Cadillac, vous, avec vos actions collectives, parce qu'on a un accès de ce type-là avec notre juge. C'est vrai. C'est un groupe restreint de juges de plus en plus, puis c'est ce qu'on... la tendance va vers la spécialisation des juges qui vont être qui vont être destinés à n'entendre à peu près que ça ou qui vont être spécialisés du moins. Okay. Ce qui fait en sorte qu'il y a une économie aussi lorsque tu te présentes à la cour, tu te présentes devant quelqu'un qui connaît le mécanisme, qui connaît la chanson, et donc on n'est pas obligé de recommencer à Adam et Ève à chaque fois qu'on revient. Ça, c'est un avantage qui est indéniable. Ouais. Que ce soit sur l'action collective en général, ou que ce soit sur ton dossier, parce que
t'as pas besoin de faire l'historique à chaque fois parce que le juge, le même juge ou la même juge l'a vécu avec toi. C'est clair que c'est un avantage qu'on aimerait tous avoir ça dans nos propres dossiers. Mais évidemment, c'est juste la quantité qui fait que parce que je trouve, entre toi et moi, je pourrais peut-être penser que c'est un petit peu un accès privilégié à la justice d'avoir un juge dédié à ton dossier. Quelqu'un pourrait dire ça, à quoi je répondrais oui, mais par définition, les actions collectives sont vues, puis la Cour suprême nous l'a dit il y a plus de 15 ans, c'est un mode privilégié d'accès à la justice, justement, en soi, comme les petites créances peuvent l'être, comme d'autres méthodes d'assouplissement des règles habituelles peuvent l'être. Parce que qui va aller réclamer pour son électroménager défectueux? Mm-hmm. Qui va aller réclamer pour un frais de 2,75$ qui a été illégalement chargé sur le dernier compte de carte de crédit? Personne. Mais les 4 millions de détenteurs de cartes, donc pour un dossier de 16 millions, ben, ça a un impact. Alors, faut que ces gens-là... Tu comprendras quand j'ai dit certains pourraient penser, je pensais à moi, là, mais oui. Tu m'as bien répondu d'ailleurs directement, ceux qui pensent ça. Oui. Écoute, on a les 4 conditions permettant l'autorisation d'une action collective, mais on va juste les pousser un petit peu en avant de nous pour parler de comment on démarre une action collective. Parce que les 4 critères 575, mais la personne qui souhaite exercer une action collective doit obtenir l'autorisation préalable du tribunal 574. Est-ce que c'est ça la première étape ou c'est une demande introductive d'instance? Puis c'est important pour nous, les praticiens, de souvent répéter, puis on le dit, on le répète dans les conférences qu'on donne, on le répète à la Cour aussi. Il faut percevoir la ligne du temps d'une action collective comme étant en trois étapes. Souvent, dans le public, on entend beaucoup plus que c'est un processus en 2 étapes. C'est inexact. Il y a 3 étapes si on doit faire une ligne du temps d'une action collective. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle le stade de l'autorisation. La seconde, c'est l'étape du mérite ou du procès au mérite. Et la troisième, c'est l'étape du recouvrement. Donc, l'exécution. L'exécution, mais le recouvrement est étape 3 dans le cadre de laquelle il peut y avoir des mini-procès. Okay. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Puis c'est pour ça que je te reprends sur le terme exécution, parce que c'est pas simplement que de donner à un huissier le soin d'aller collecter un montant qui a été donné dans une condamnation, dans une conclusion d'un jugement. Ça va beaucoup plus que ça, et on peut voir vraiment du travail de litige qui se fait à la 3e étape. Okay. On pourra revenir sur des exemples, mais là, on peut s'intéresser à la première. Dans mes vignettes audio, je vais rajouter un bing à toutes les fois que tu me reprends aussi. Un petit ding, une petite cloche. Mais je trouve... Mais tout le monde sait, pour connaître le podcast, que ce sont des perches que tu me tends et que tu es bien préparé. Bon, on doit obtenir le statut de représentant pour les membres du groupe. Est-ce que ça, tu le fais... C'est comme la 4e étape des étapes, mais c'est la première chose qu'il faut faire quand même. Non, en fait, il faut obtenir l'autorisation préalable, mais en obtenant l'autorisation préalable, il faut que tu didises que tu es le bon représentant pour les Exact, ça fait partie. La qualité de représentant est l'un des 4 critères. Et sont pas en ordre, sont ensemble, ce sont des critères qui sont cumulatifs et qui doivent être présents, qui doivent tous être présents. Okay. Et au Québec, et je souligne au Québec, ce qui ouvre la porte pour des nuances pour les autres provinces de communes-là. Si les 4 critères sont rencontrés, alors il n'existe plus de discrétion pour le juge pour autoriser l'exercice de l'action collective. Alors, ça, c'est une nuance qui se fait par rapport au système qu'on peut voir ailleurs au pays, où on a essentiellement un 5e critère dans les autres provinces qui s'interroge à savoir si, malgré la présence des 4 premiers, est-ce que l'action collective, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, est-ce qu'il s'agit de la preferable procedure, qui est le terme qui est reconnu en commune là. Je pense qu'on en parlait. Écoute, j'ai vite devant moi Western, puis là je te mets pas on the spot. Western Canadian Shopping Centers contre Dutton en 2001. La Cour suprême du Canada a précisé d'ailleurs ce 5e critère-là. Là, qui n'existe pas au Québec. Ouais. Il y a une discussion philosophique, puis
prenons 2 minutes pour s'y plonger, selon laquelle la discrétion judiciaire, plutôt que de s'exprimer dans un 5e critère, au Québec, elle s'exprime dans l'appréciation que le tribunal fait des 4 critères. OK. Alors, et c'est comme ça que, surtout en défense, on essaie de venir donner un certain confort au juge, de dire, ben c'est pas nécessairement tout simplement du rubber stamp, c'est pas une opération strictement mathématique, c'est pas de la nature d'une checklist tout simplement. Il reste qu'il y a une appréciation judiciaire qui doit être faite à chaque fois pour chacun des critères. Alors, voilà. Et oui, c'est la première étape. Donc, on doit franchir le portail en disant, ben, est-ce que de prendre le dossier, par exemple, de Hugo Martin qui prétend être dans la même situation que le groupe qu'il définit, mais est-ce que ce dossier-là mérite que l'on utilise le véhicule procédural de l'action collective pour l'amener de l'avant? Elle s'appelle comment, cette première procédure-là? C'est quoi le titre? C'est une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Je surprends personne que c'est devant la Cour supérieure, article 33, alinéa 2. Exact. Donc, il n'y a pas de surprise là-dessus. Je pense que tous les juristes savent ça. Maintenant, ça fait 4 ou 5 fois ou 6 fois qu'on dit il y a des critères. On a 4 critères. Je vais les nommer, on va en parler. Caractère commun des questions. L'apparence de droit. Composition du groupe exige-t-elle une action collective? Et le représentant doit être en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. On a mis sur la table que chacun des critères sont cumulatifs. Y en a-t-il un qui semble être plus important qu'un autre, ou y en a-t-il un qui emporte les autres en même temps? Non, ils ont chacun, je dirais, leur existence propre. Puis comme on le disait tantôt, le corollaire de ça, c'est que même si il en manque un seul, ben il n'y a pas d'autorisation du tout. Alors que les 3 autres peuvent être très fortement remplis, ben s'il y en a un qui est déficient, ben le sort du recours, le recours n'est pas autorisé, tout simplement. Alors, mais une fois qu'on a dit ça, il serait aussi exact de venir dire et de venir ajouter que le critère du caractère adéquat du représentant, donc le D, et le critère de la représentativité, là, ou du caractère pratique, disons, de l'utilisation de l'action collective, ce sont des critères, le C. Alors, ce sont des critères qui sont assez faciles à rencontrer. Puis peut-être qu'on peut les prendre, là, celui de la qualité de représentant, essentiellement, dans la mesure où la personne a fait un minimum d'enquête, s'est montré, selon les allégations, minimalement intéressé par le sort du recours, que cette personne-là ne présente pas un cas flagrant de conflit d'intérêt, que ce soit avec les membres du groupe eux-mêmes ou avec, par exemple, les avocats qui le représentent, ben souvent, le critère, il est rencontré. Mais est-ce que ça, c'est un débat? La première étape, quand tu déposes cette procédure-là, en défense, ils vont dire tu remplis pas les 4 critères. C'est un automatisme. Mais est-ce qu'il faut... Qui fait la preuve de ça? Est-ce que tu plaides pour toi-même en disant je suis minimalement intéressé, j'ai fait les recherches nécessaires, mon enquête nécessaire? Oui. J'ai le goût de te dire tout simplement oui, mais derrière ça, il faut savoir que la règle, c'est qu'on prend les allégations pour avérées. Je pensais que c'était juste pour l'apparence de droit. C'est pour l'ensemble des critères. OK, donc les faits allégués sont tenus pour avérés, pourvu que suffisamment précis. Voilà. OK. Il y a des mécanismes en défense qui peuvent être utilisés pour... parce que, évidemment, on dépose la demande d'autorisation d'action collective qui est à une époque dans les années 90, cette demande-là était supportée par un affidavit. Et ça donnait lieu à des très longs interrogatoires sur affidavit pour tester notamment la qualité du représentant. Et on épuisait, évidemment, les défendeurs s'en donnaient à cœur joie dans les interrogatoires sur affidavit, on peut imaginer. Et il y a eu une réforme en 2002 et l'obligation d'affidavit a été complètement abolie. Et
ça fait en sorte que, oui, effectivement, pour répondre à ta question, le début d'une action collective, ça se passe par le dépôt de la demande en action collective, dans laquelle les allégations sont présentes, dans laquelle, oui, on prétend que le représentant, pour X, Y, Z raison, doit se faire, cette personne-là doit se faire donner le statut de représentant, sujet à une autorisation du tribunal qui pourrait permettre la présentation de ce qu'on appelle une preuve appropriée. Donc, il y a une légère preuve contraire, ciblée, limitée aux objets de l'autorisation qui peut être présentée au stade de l'autorisation. Même si la Cour suprême, là, récemment, Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, contre Gigi, 2019, là, les critères doivent être interprétés de manière large et libérale. Donc, même si on a la Cour suprême qui nous enseigne ça, il faut quand même avoir ce minimal. C'est pour ça que j'aime pas qu'on dise que c'est nécessairement que du rubber stamping. Il y a un minimum de sérieux derrière la démarche et je dirais les choses ainsi. Si le jupon doit dépasser, ben on va le voir en action collective. Puis les mécanismes de filtrage, quant à moi, ils sont suffisants pour écarter les recours frivoles puis les dossiers qui ne devraient pas avoir lieu. Okay. Alors, il y a toujours une discussion à savoir est-ce que le filtre, les mailles du filet sont suffisamment larges ou pas assez larges. Quant à moi, le système, il fonctionne. Donc, le Vivendi a été, disons, précisé et confirmé par Oratoire Saint-Joseph. C'est la façon dont je le vois. Okay. Même si nos juges québécois avaient d'autres choses à dire. Nos juges québécois, présentement, je pense qu'il y a un questionnement qui se fait sur... je peux pas m'empêcher de penser que le volume de dossiers est à la base. Est à la base du questionnement qu'ils ont. Peut-être l'exemple de certains dossiers où la matière dont il s'agit porte un peu plus à la rigolade quant à l'importance des enjeux. Et c'est peut-être là où les tribunaux trouvent peut-être que leur temps pourrait être consacré à des enjeux plus significatifs. Ouais, on en parlera peut-être un peu plus en deuxième partie, parce que c'est tout le questionnement aussi qu'il y a avec la rémunération des avocats. Il y a donc, tu parles de frivolité. Des fois, quand tu mets la frivolité et tu rajoutes par-dessus la rémunération, je pense qu'avec raison, là, il y a quelques juges qui commencent à se poser les questions là-dessus, mais on est encore sur les critères. On n'est pas là. Oui, tout à fait. On a parlé du critère de la qualité du représentant. Il y a, je pense qu'on l'a bien couvert. Maintenant, le critère, c'est essentiellement du caractère pratique ou non pratique d'utiliser l'action collective versus d'autres moyens. Par exemple, d'obtenir le mandat directement de chacune des personnes. Ou de la jonction de différentes actions en justice. Donc, on parle de composition du groupe. On parle de composition du groupe. Ce critère-là est très souvent rencontré. À partir du moment où tu démontres qu'il y a un certain degré d'anonymat dans le groupe, puis la question souvent qui nous est posée, puis je l'aborde d'emblée, est-ce qu'il y a un nombre minimal de personnes que ça prend pour une action collective? Souvent, on se fait poser la question, la réponse est non. À partir du moment où tu peux convaincre le tribunal que les gens n'ont pas nécessairement moyen de s'identifier, voilà, le critère est rencontré. Puis je vais plus loin. Est-ce que tu dois prouver que c'est un groupe? Oui. Est-ce que tu dois démontrer qu'il y en a plus qu'un? Que l'existence d'un groupe, oui. Okay. Mais prenons les cas d'agression sexuelle. C'est intéressant de se pencher sur ces cas-là. Souvent... que ce soit dans le contexte d'institutions d'enseignement ou que ce soit dans des contextes de congrégations religieuses ou pas, on peut se poser la question, coudonc, il y a combien de victimes? Puis, y a-t-il un nombre, y a-t-il un threshold qu'on recherche pour que ça soit utile, pratique de mobiliser les ressources judiciaires pour faire une action collective, pour un faible nombre potentiellement de victimes. Ou un nombre inconnu. Ouais, ou du moins inconnu. Et la réponse des tribunaux a été, justement, le fait qu'il s'agisse d'une action collective permet de garder les gens dans l'anonymat
plus longtemps et de faire valoir leurs droits, même dans l'anonymat. OK. Et donc, il y a un mécanisme aussi de protection qui découle de ce critère-là. Et qu'il y ait 22 victimes, 110 victimes ou 200, c'est pas tant ça le critère. Okay. De la même façon qu'en matière d'environnement, par exemple. Ben, il peut y avoir un dossier qui va être autorisé pour une cinquantaine de personnes qui ont été affectées par un polluant X. Le nombre n'est pas très élevé, mais pour les circonstances de l'espèce, ces gens-là ne se connaissent pas. Alors, le côté pratique d'aller chercher un mandat des 50 personnes, il n'est pas là. Donc, on peut pas l'utiliser. Le degré d'atteinte, est-ce que c'est un critère? Donc, en cas de pollution, il y en a qui ont été plus pollués, moins pollués. C'est plate à dire, mais dans un cas d'agression sexuelle, je pense pas qu'il y a un niveau d'agression sexuelle, mais je veux dire, il y en a peut-être, on sait dans Roson, ils en ont parlé, on reviendra là-dessus peut-être ou non, mais le degré d'être affecté, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure au niveau, j'ai 4 piastres de trop qui est facturé sur ma facture de Rogers, tout le monde est dans le même bain. Mais dans le cas, disons, d'une chose de pollution, est-ce que quelqu'un qui est plus pollué versus quelqu'un qui est moins pollué peut avoir un impact sur la définition du groupe? Donc, ceux qui sont plus pollués ont un groupe particulier, ceux qui sont moins pollués ont un groupe particulier? Là, on se transporte dans le caractère adéquat de la définition du groupe qu'on propose. La réponse rapide, c'est il est possible de faire des sous-groupes. Et puis, on le voit souvent, notamment en matière d'environnement, où tu vas avoir, par exemple, les pollués de la zone A qui ont subi les plus hauts taux de pollution, ceux ensuite de la couronne B qui sont plus loin, puis la couronne C, que c'est des inconvénients plus mineurs. Donc, c'est le genre d'aménagement qui peut se faire, qu'on a vu et qui sont tolérés, qui sont acceptés par les tribunaux. Mais je reviens à mon critère C, et je prenais l'exemple d'un dossier d'environnement, mais si on se retrouve, par exemple, avec les mêmes 40 personnes, mais il se trouve qu'ils sont tous, par exemple, les riverains d'un même lac. Mm-hmm. Donc, on pourrait prétendre qu'on connaît tous leur adresse et que ces gens-là, il serait facile de tous les identifier dès le début et donc d'avoir une jonction ou d'avoir un mandat direct de chacune de ces personnes-là. Donc, c'est le genre d'argument qui peut être fait parfois dans certaines circonstances et je dirais que c'est pas dans tous les dossiers que c'est un critère qui passe dont le test est facile à passer. Au niveau du test, Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique contre Volkswagen, l'histoire des où on est tous les deux membres. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. À partir du moment où on a respiré de l'air durant la période. C'est ça. Donc, le groupe peut être aussi large que la population québécoise en entier. Ceci dit, la définition du groupe dans cette décision-là doit s'appliquer sur des critères objectifs, rationnels et pas inutilement larges. Et oui. Et donc, il faut pas non plus que, en fait, la jurisprudence nous enseigne aussi qu'il ne faut pas se poser la question, en fait, pour savoir si on appartient à un groupe, si on doit se poser la question, est-ce que j'ai le droit à l'indemnisation? Il y a un problème. Donc, il faut une appartenance objective qui ne découle pas du sort du litige. OK, donc c'est ce critère objectif-là. Tu peux pas dire toutes les personnes qui ont subi le dommage causé par... Non, c'est le fait que tu es propriétaire d'un véhicule Volkswagen, le fait que tu es riverain de tel lac, le fait que tu prétends avoir été agressé par telle personne, c'est un critère objectif. Alors, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Pratiquement, c'est quoi un défi en demande qui est rencontré, tu pourrais dire, disons, assez régulièrement lorsqu'on prend une action collective? J'ai le goût de répondre de façon peut-être un peu plus philosophique. Le plus grand défi en demande, c'est d'être capable au quotidien du dossier à créer des leviers qui permettent, je dirais, de rétablir les rapports de force en présence. Moi, au quotidien, là, mon défi, là, puis quand je me lève le matin pour dire je suis avocat de demande en action collective et j'ai un défi à relever, c'est ça. C'est de trouver dans mon litige la façon de créer un levier contre, souvent, la plupart du temps, une multinationale qui se défend. Qui a des moyens importants, qui a elle-même des leviers considérables. Alors,
J'ai le goût de répondre comme ça. Au quotidien, c'est ça le défi. Après ça, on a une boîte à outils avec des moyens procéduraux, avec la qualité de notre dossier, avec la qualité de nos experts, avec la qualité de nos collègues. Mais le défi au quotidien, c'est ça. C'est de maintenir une pression sur la partie adverse pour faire avancer le dossier. Parce que le jeu, pour l'avoir vécu pendant 10 ans, parce que le jeu en défense, c'est souvent de mettre les bâtons dans les roues le plus possible de l'avancement du dossier par les gens en demande. À chaque fois qu'on a une occasion de pousser plus, de retourner une pierre de plus, de retarder le déroulement, d'aller faire trancher un incident en cours d'appel, ben, on gagne du temps, puis on gagne quelque part, là, on épuise les gens en demande. Donc, c'est une réalité, c'est une dynamique qui existe, qui est normale dans ce genre de dossier-là, qui je ne crois pas qui est appelé à changer. Je pense que ça fait partie c'est la nature de la bête, là. OK. Donc, on a notre procédure introductive. Oui. On est autorisé par la Cour. Il y a eu peut-être certains incidents. Et là, le dossier judiciaire commence. Est-ce qu'il y a un protocole de l'instance à signer? Absolument. Est-ce que vous êtes soumis aussi aux expertises communes? Ou c'est assez facile de convaincre un juge qu'on a besoin des expertises séparées? J'aurais le goût de te référer à l'affaire Webasto que j'ai plaidé l'année dernière. Tu fais bien de me référer à cet arrêt-là que j'ai pas lu. Tu vois comment j'étais pas si bien préparé. Et que j'ai perdu. Parce que ça aurait pu être une trappe que tu aurais voulu. Écoute, honnêtement, voulu en mettre une sur mon chemin. Ça en est une très belle. Honnêtement, maintenant que tu me l'offres, on va faire le lien, c'est sûr et certain, mais tu comprends la question. Donc, on a un protocole de l'instance à signer. Hugo, la réponse courte, c'est le code de procédure civile tel que tu le connais comme praticien. Il n'y a pas, à toute fin pratique, là, il n'y a pas un outil là-dedans, sujet à certaines modulations, là, il n'y a pas un outil là-dedans qu'on ne peut pas se servir en action collective une fois qu'il est autorisé. OK. Et c'est un peu... Et l'expertise unique, c'est pas parce que c'est une action collective que l'expert unique n'est pas une option. Okay. Puis la Cour d'appel nous a dit, dans votre dossier qui, au passage, est une action collective, ben, comme la Cour d'appel nous a dit, ben, comme c'est un sujet complexe de droit de la concurrence, ben, on est d'avis que l'expert unique, c'est peut-être pas la meilleure des choses dans les circonstances, puis on va laisser les gens avoir chacun leur expert, puis on va fonctionner de la manière traditionnelle. C'est intéressant de voir le balancier, parce qu'en cours supérieure, normalement, ils mettent dans la gorge l'expertise unique. Oui, ben, on va le dire à la blague, mais il y a des posters d'experts uniques dans les bureaux de juges en cours supérieure, c'est certain, ils sont des partisans de ce nouvel outil de 2016. Et nous, on se disait, ben oui, c'est peut-être intéressant d'utiliser. C'est un économiste. On va lui poser des hypothèses de part et d'autre. Okay. Et il va nous répondre avec sa science en économie, puis il va dire, ben si tant est que les hypothèses c'est X, Y, Z, ben j'arriverai à telle conclusion, mais la partie adverse me soumet les hypothèses A, B, C. Alors j'arriverai dans ces circonstances-là à d'autres solutions. Moi, je pense encore que ça pouvait fonctionner. Mais alors, je ne sais pas si là, je vais te pogner encore dans une autre chose que tu as plaidé, mais la défense orale? J'ai jamais vu ça encore. OK. Je pense que le critère de complexité est toujours de facto reconnu en matière d'action collective. Interrogatoire du demandeur. Il peut être fait... il peut même être fait dans le contexte de la preuve appropriée au stade de l'autorisation, sur permission. Si on se transporte par contre à la deuxième étape, c'est l'interrogatoire que l'on connaît au préalable. Il est enchâssé dans le code et c'est le même enchâssement qu'on y retrouve. Donc même chose préalable en demande et en défense. Tout à fait, avec les mêmes limites. Engagement. Même mécanique, pré-engagement, engagement, prolongation de délai, nécessité d'inscrire le dossier, incident, requête en rejet. Et ça m'amène à dire, ben, les défendeurs qui ont peur de l'autorisation, puis mon Dieu que c'est grave une autorisation, puis non, c'est un mécanisme de filtrage, puis on cherche à savoir, est-ce que c'est correct d'utiliser une action collective? Oui ou non? Okay. Quant à nous, ça devrait être simple, cette étape-là. C'est un filtrage préliminaire,
Puis c'est un peu aussi ce qu'on trouve en jurisprudence assez fréquemment en disant, ben regardez, si vous avez un moyen de préliminaire à faire valoir, ben vous le ferez valoir une fois dans les premiers jours après le dépôt de la demande introductive d'instance au lendemain de l'autorisation. Avec le code de 2016, est-ce qu'on a commencé à avoir moins d'abus de procédure, d'actions frivoles, puisque le code nous permet maintenant d'avoir disons, un bâton plus gros pour frapper? Je ne pense pas que la réforme de 2016 a permis, juste par son existence, d'imposer un filtre plus serré à ce niveau-là. Les critères d'autorisation, essentiellement, là, n'ont pas changé. Alors, le filtre demeure essentiellement le même. Puis l'accès, une fois le recours autorisé, l'accès aux moyens dilatoires ou aux moyens préliminaires, il est, quant à moi, le même. La seule phénomène que je peux constater, c'est essentiellement, puisque depuis les dernières années, oui, le test d'autorisation est relativement faible, il y a plus de dossiers qui se rendent au stade du mérite. Mm-hmm. Et donc, il y a plus d'action au mérite, moins de règlement. Donc, je dirais que l'attitude en défense est beaucoup moins de régler au lendemain de l'autorisation. Okay. Il y a un réflexe de dire, ben, coudonc, c'est si facile, entre guillemets, d'être autorisé maintenant qu'on va livrer bataille plus longtemps au stade du mérite. Donc, une jurisprudence encore au stade, je dirais, de l'adolescence, là, en termes d'incidents au mérite. Si on décide de faire une recherche, par exemple, justement sur l'expertise au mérite en matière d'action collective, on n'aura pas des centaines de décisions. Okay. Si on s'intéresse à la requête en rejet au stade post-autorisation, on n'aura pas des centaines de décisions. Okay. Donc, c'est une jurisprudence qui est appelée à continuer à évoluer au stade du mérite. Tu as touché un petit peu dans ce que tu viens de nous dire, en procès les actions régulières, si je peux dire, c'est autour de 9 sur 10 qui se règlent. Je pense pas que les actions collectives font exception à ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus de négociation en vue d'un règlement? Est-ce qu'on a des CRA? Est-ce qu'on a des... est-ce qu'on se soumet des fois volontairement à certains modes alternatifs de règlement? À quel moment on commence à parler avec la partie adverse? Est-ce qu'il y a un genre de standard qui s'établit? Ou? Sans trahir de grandes stratégies ou sans trahir de grands secrets d'État, ma réponse serait que puis tu sauras me le dire si tu es du même avis, mais je dirais que le dialogue de règlement est toujours un peu présent en parallèle du litige. Est-ce que c'est plus présent qu'en dossier régulier versus l'action collective? Pas nécessairement. Il y a toujours un échange en disant comment on pourrait tenter de régler l'affaire. Puis ça, évidemment, comme dans n'importe quel dossier, tu as des points tournants. Que ce soit, oui, effectivement, on a été autorisé à procéder. Est-ce que vous, défendeur, vous voulez vraiment vous embarquer dans une bataille au fond? Oui, non, on continue. Est-ce que c'est le dépôt des défenses? Est-ce que c'est le dépôt des expertises? C'est les mêmes points tournants, c'est les mêmes effets de levier. En défense, il y a un risk management qui se fait à chaque étape du dossier. Tiens, la demande vient de déposer une expertise. Est-ce que cette expertise-là a un impact sur notre risk management ou pas? Donc, tu sais, il y a toujours il y a des jalons dans un dossier, comme d'action collective, comme de dossier régulier, où refait surface la discussion d'un règlement. Ceci étant dit, j'aurais tendance à penser que les taux de règlement sont similaires en action collective qu'en dossier régulier. Oui, la CRA est utilisée. Le recours au médiateur privé est aussi relativement fréquent. Okay. Parfois, pour des raisons qui sont surtout propres aux défendeurs, là, ils préfèrent la confidentialité offerte par les médiateurs privés. Et donc, de garder la négociation encore plus loin du palais de justice. Là. C'est une préférence qui existe chez les défendeurs. Mais la CRA est utilisée aussi. J'ai vécu les deux phénomènes. J'ai vécu les négociations privées aussi. Donc, je te dirais que tout... la boîte à outils, là, c'est la même. OK. Il n'y a pas de règlement.
On s'en va presser au fond. Mhm. Même chose comme d'habitude, le demandeur commence à parler, la défense, on produit des témoins, on produit, j'imagine, le représentant du groupe comme témoin, Minimalement. les expertises. C'est les mêmes réflexes et les mêmes règles. Donc, En fait, ça m'amène à revenir un peu à l'étape de l'autorisation. je t'en prie. Dans le jugement qui autorise l'exercice de l'action collective, le juge énonce, puis il y a un article du Code qui prévoit ce qu'un jugement d'autorisation doit contenir. Ce jugement-là doit contenir ce qu'on appelle les questions qui sont traitées, les questions de droit ou de fait qui seront traitées collectivement. Mm-hmm. Donc, nécessairement, lorsqu'on est rendu au procès au mérite d'une action collective, l'objectif de ce procès collectif, c'est de répondre à ces questions. Donc, je dirais le cadre, le framework, le cadre de ta preuve en demande, parce que évidemment, tu es en demande, tu es maître de ta preuve puis de ton fardeau, ben, c'est de tenter de répondre par l'affirmative à la majorité des questions communes qui te sont posées. Alors, c'est par ça que tu es guidé, et c'est le cadre de ce qui est fait au procès au mérite est défini par les questions communes. Okay. Donc, c'est un guide additionnel, c'est un phare additionnel que le praticien utilise dans l'assemblage de sa preuve au procès collectif. OK, pour revenir un petit peu en arrière là, au niveau de ce que le jugement doit dire, 576 du Code de procédure civile, le jugement d'autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne le représentant. Il identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s'y rattachent. Le cas échéant, ce jugement-là aussi décrit les sous-groupes, tu m'en as parlé tout à l'heure, constitués, et détermine le district dans lequel l'action sera introduite. On continue 576 entre autres. Encore, il ordonne la publication d'un avis aux membres. Il peut aussi ordonner aux représentants ou à une partie de rendre accessible aux membres de l'information sur l'action, notamment par l'ouverture d'un site Internet. On voit ça maintenant, je m'en allais dire de plus en plus, mais maintenant c'est comme toujours. Là. Oui. Et d'ailleurs, il y a aussi un registre des actions collectives offertes ou fournies là, par Justice Québec. Le jugement, dernier paragraphe de 576, le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe. Le délai d'exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours. Bon, il y a un petit peu de poutine, un petit peu de cuisine à faire autour de ça, mais c'est 576 pour revenir à ce que tu nous disais. Et peut-être aussi, lorsqu'on parle de procès au fond et de façon que ça fonctionne, tu nous expliques que c'est comme un procès régulier. Mais donc, on a les mêmes règles de preuve, c'est-à-dire que si on est en dommage, il faut prouver le dommage, la faute de l'inégalité. Il faut quand même se lancer quand même dans les mêmes règles de preuve. J'ajouterais à ta dernière phrase, peut-être la nuance, encore une fois, du cadre des questions communes identifiées. Par exemple, il pourrait y avoir une situation où l'aspect quantum, par exemple, va être réservé à la troisième étape. Parce qu'on va, on va demander, je pense notamment à l'affaire, par exemple, Tremblay contre la voix, l'affaire d'agression sexuelle par des membres du clergé, où essentiellement l'aspect dommage, en fait, quantum des dommages subis par chacune des victimes a été gardé pour la troisième étape seulement. Donc, tu vois ça en procès régulier aussi, des fois. On essaie de déterminer au moins si c'est une faute. Là, puis et l'existence d'un préjudice, laissant sa quotité pour une étape ultérieure. Oui, on voit ça. Mais on peut se fermer les yeux et imaginer essentiellement que la troisième étape, dans ce cas-là, ben, dans ce cas-là, ça a été 114 petits procès devant un adjudicateur où les 114 personnes qui ont levé la main en disant « ben moi, je fais partie des victimes », ben je vais aller, selon des critères, selon un barème, je vais aller venir dire, puis je te reprends un peu de tantôt, mais effectivement, même en matière d'agression sexuelle, il y a souvent en jurisprudence des niveaux qui sont établis, soit par le tribunal, soit par le biais d'une entente de règlement, où tu as les niveaux les plus graves jusqu'aux niveaux les plus légers d'agression. Et donc, là, il y a essentiellement une preuve qui est faite pour dire, ben moi, victime numéro 1, je suis à un niveau 3 parce que j'ai fait l'objet de tel geste.
Alors oui, il y a ce genre même Ça me donne un même peu dans ça me donne un ça peu donne de des frissons, là. C'est un peu, mais puis tu peux imaginer qu'est-ce qu'est un procès au mérite pendant plus de 50 jours sur ces thèmes-là, mais oui, ça existe, mais c'est aussi une preuve, si on veut faire un peu de philosophie, c'est aussi une preuve que euh, l'existence de l'action collective, c'est super important. Parce que puis je pense que ça transparaît notamment de ce que la juge Bélanger nous dit dans l'affaire des Courageuses, dans l'affaire de Roson. Nonobstant ce que va advenir ce dossier-là à la Cour suprême, puis nonobstant ce qu'on peut en penser, puis je pense que même le juge Hamilton reconnaît ça en filigrane de ses motifs. C'est l'importance du mécanisme en soi. Et lui, le juge Hamilton et le juge Vauclair nous disent c'est pas adapté à ce dossier-là. Mais. J'ai pas de boule de cristal. Il semble que les jurys sont. En tout cas, on pense tous qu'on sait comment ça va se terminer en Cour suprême, là, mais je pense qu'il va y avoir d'autres recours qui soient pris dans ce dossier-là, mais en tout cas, je peux pas me prononcer de toute façon, et ça doit être absolument terrible d'avoir à se prononcer sur un dossier comme celui-là. On est au procès au fond, et là, tout à l'heure, tu t'es assuré de me reprendre lorsque tu m'as dit « Fais attention un petit peu, parce que la dernière étape, après le procès au fond, on a le jugement, et il y a l'étape... Le recouvrement. L'étape du recouvrement. Peux-tu nous en parler un petit peu? Je peux en parler un petit peu. C'est une étape qui est plutôt méconnue, surtout parce que effectivement, par l'effet d'entonnoir que ça crée, il y a moins de dossiers qui s'y rentrent, donc la jurisprudence est encore jeune sur cette étape de l'action collective, mais essentiellement, l'objectif, c'est de rejoindre ces gens-là. Hein? À partir du moment où on a eu l'autorisation de les représenter sans obtenir leur mandat directement, à partir du moment qu'ensuite, on a réussi à gagner pour leur compte, donc il y a une condamnation qui existe. Après ça, il faut les rejoindre pour les indemniser. Alors, comment on fait ça? Alors, je reprends encore ton exemple que tu as utilisé plus tôt. L'exemple facile des gens qui se sont tous fait charger 4,22$ de trop sur leur contrat de crédit, par exemple. Souvent, les cas les plus faciles de recouvrement, c'est lorsque les gens, par exemple, sont encore clients de la compagnie émettrice de la carte de crédit. Alors, c'est la facile. Compagnie que l'onus d'avoir oui, souvent, puis c'est très facile parce que sur votre prochain relevé, on vous donne tous un crédit de 4,22$. Et voilà, ce qu'on appelle en bon français un take-up rate d'à peu près 100%, parce que à moins de personnes qui sont disparues dans la brume parce que plus client, est un taux où tu peux rejoindre les gens très facilement. Mm-hmm. Donc, le recouvrement collectif dans ce contexte-là se fait très bien. Dans d'autres dossiers, par contre, il y a des enjeux importants de recouvrement, d'exécution d'un jugement ou même d'une... on a le même genre de défi quand on fait des règlements aussi, là, by the way, là, c'est de rejoindre les gens parce que il n'y a rien de plus frustrant que de dire j'obtiens une indemnité globale de tant de millions pour un groupe qui existe, que ce soit par le biais d'un jugement ou d'un règlement, puis là, après ça, je suis pas capable de rejoindre les gens. Et souvent, puis là, je commence à toucher aussi à un autre bas qui blesse, c'est lorsque, malheureusement, on ne réussit pas à cette troisième étape-là de rejoindre les gens, et que là, au terme des tentatives qui sont faites d'indemniser les gens, puis de faire en sorte que les vraies victimes ou les vrais demandeurs reçoivent leur dû, donc les avocats gardent cet argent-là, c'est ça? Mais pas nécessairement qu'ils gardent cet argent-là, mais que les seuls qui en bénéficient de toute l'aventure, c'est les avocats. Ah, OK, mais défendeurs aussi qui n'ont pas besoin de payer. Oui, mais après ça, il y a des mécanismes de distribution alternatifs qui existent, que ce soit pour des organisations dont la mission est en ligne avec l'action collective, que ça soit... Voilà, c'est ce qu'on appelle les distributions Cypress, donc cyprès, c'est du latin. Donc, comme on ne peut pas atteindre directement la vraie victime, on tente d'indemniser, par exemple, un organisme qui travaille dans la même branche ou dans la mission, est en ligne avec la mission du groupe, ce genre de choses-là. Mais il y a des situations où l'argent est retourné au défendeur. OK. Dans des contextes effectivement de règlement notamment, là. Et c'est souvent ça qui va choquer les tribunaux, c'est de dire OK, mais il y avait une indemnité à la clé pour discussion de 10 millions qui était offerte. On a été capable de rejoindre à peine 4% des gens. Le défendeur récupère son 96%. On paye un 20-25% aux avocats.
Puis... Il n'y a plus d'argent dans le système. Ben, voilà. Alors, on a désintéressé les avocats. C'est une tape sur les doigts. C'est une tape sur les doigts, peut-être, en termes de relations publiques, parce qu'on a eu son nom, parce que les journaux ont parlé de nous, parce qu'on était un délinquant corporatif, par exemple. Mais il reste 96% pour acheter, pour se payer un PR firm pour exponger, tout à fait. Pour s'en sortir. Fait que c'est de là que, par exemple, puis là, on pourra en reparler tantôt quand on aborde la question des critiques, là, mais les critiques du système, mais c'en est une. Alors, je te prends au mot, Jean-Philippe Lincourt. Après la pause, je te garantis qu'on va parler des dossiers ou des critiques qu'il y a sur les actions collectives. On va parler un petit peu de certains dossiers un peu plus médiatisés. On va aussi parler plus généralement là, des statistiques autour des actions collectives, de la rémunération des avocats et ce qu'en pensent les juges et les intervenants en cette matière. Donc, on prend quelques minutes et on revient après la pause. Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Je pourrais dire ma plateforme de notification électronique parce que je l'utilise. Je vous en parlerai pas autrement. Notifier avec Nota Bene, c'est facile. Remplissez le formulaire de notification, créez un seul envoi pour notifier plusieurs destinataires, ajoutez des informations détaillées sur la documentation transmise, téléversez vos documents et, si vous le voulez, choisissez une protection supplémentaire par code d'accès. Les documents volumineux sont aussi acceptés, les documents demeurent toujours au Canada et une fois la notification réussie, les documents sont supprimés. Lorsque l'envoi est effectué, vous recevrez un avis par courrier. Lorsque l'envoi est lu et lorsque le document joint à la notification est téléchargé, vous recevez aussi un avis par courriel. Évidemment, quand tout est fait, vous recevez un rapport de notification, un peu comme on est habitué avec nos huissiers normalement. L'OACIQ, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l'Ordre professionnel de la physiothérapie, la Chambre de la sécurité financière, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, pour ne nommer que ceux-là, utilisent déjà la plateforme. Nota Bene de LRM Huissier, notifié de façon sécuritaire et conforme en peu de temps et moins cher. Nota Bene de lrmhuissier.com, votre nouvelle façon de notifier. lrmhuissiers.com, lrmhuissiers.com. Nous sommes de retour avec mon invité Jean-Philippe Lincourt qui se spécialise ou qui concentre plutôt sa pratique dans les actions collectives, maintenant en demande. Jean-Philippe, on a fait pas mal le tour d'un peu comment on introduisait ce type d'action, où on va chercher nos clients, c'est qui le client type, les critères, qu'est-ce que la Cour nous demande de faire. On s'est même rendu jusqu'à procès, les expertises, les témoignages. On a fait un petit peu d'exécution ou plutôt de reprends-moi. De recouvrement. On a parlé de l'étape du recouvrement. De l'étape du recouvrement. Étape méconnue, voilà. Et ce que je voulais parler un petit peu, c'est, disons, le retour sur certains dossiers médiatisés. Tu comprendras on espère, à question de preuve, là, de faire un petit peu d'actualité juridique. Et ce qu'on a de plus actuel, 2020, Roson contre les courageuses, cour d'appel. Sans faire le procès, disons, nécessairement de ce dossier-là, pour parler des faits, je pense que c'est un bon test case, à défaut d'une autre expression, pour parler des critères. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Moi, ce qui a attiré mon attention dans ce dossier-là, c'est un petit peu, est-ce que c'est permis au Québec d'autoriser l'exercice d'une action collective visant un individu, Roson, en voulant se soumettre sur une base collective qu'il a abusé de son statut profitant de leur impossibilité d'agir, donc on parle des courageuses, pour continuer sa prédation pendant des décennies. Et un des juges a répondu par l'affirmative à cette question-là en première instance, tout en reconnaissant que la preuve des agressions et l'absence de consentement devront faire l'objet d'une étude individuelle. Donc, on a un groupe et on a aussi une étude individuelle des abus qui ont subi les courageuses. Hugo, tu mets la table sur un faisceau de sujets qui peuvent émaner de l'affaire des courageuses. Évidemment, la Cour d'appel a rendu son arrêt le 8 janvier dernier et on comprend de l'intention des courageuses, c'est de porter le dossier en Cour suprême. Donc, c'est certain que pour nos auditeurs, je mettrai tous les rappels électroniques possibles sur
sur cette affaire-là, parce que c'est important. Quelqu'un qui veut bien, qui s'intéresse à la mécanique de l'action collective, au-delà des enjeux, au-delà du phénomène MeToo, au-delà de l'aspect, je dirais, sensationnel ou du caractère public de l'affaire, qui peut attirer son lot d'intéressés. Moi, ce que je viens livrer aujourd'hui, c'est de dire, vous avez là, dans la décision de première instance du juge Bisson, ou dans l'arrêt de la Cour d'appel, et éventuellement, on verra ce que la Cour suprême dira, mais je crois que quelqu'un qui souhaite s'intéresser à une décision en matière de critères d'autorisation, je dirais circa 2020, donc d'actualité, c'est un bon cours d'autorisation d'action collective 101, et par la lecture en parallèle de la dissidence de la juge Bélanger et de la majorité sous la plume du juge Hamilton, nous amène nécessairement à voir quels sont les contours du système, quelles sont les limites du système. Ouais. Alors, c'est pour ça que ce dossier-là m'intéresse au premier chef. Tout à fait. C'est de dire jusqu'où les tribunaux vont venir nous dire « Ah oui, pour ce genre d'affaires-là, il est pratique d'utiliser le véhicule procédural de l'action collective. » Et ça va faire en sorte, d'une part, que des droits procéduraux ou même substantifs, dirait la défense, ne soient pas niés à cause du processus. Et à l'inverse, en demande, on va vous dire, non, c'est la meilleure façon de s'adresser aux tribunaux, justement parce que l'anonymat que ça nous procure. 2, parce que c'est, dans ce contexte-là, c'était un comportement systémique, dans une certaine mesure. Ce sont les arguments de la demande, là. Ouais. Et parce que cette personne-là avait un statut public tel et un pouvoir d'influence tel dans le milieu que il y a un aspect collectif à l'affaire. Évidemment, en défense, et la majorité en cour d'appel nous dit non, justement, on est de l'autre côté de la ligne. On peut pas collectiviser l'affaire. La première embûche, disons, qui a été identifiée par les tribunaux jusqu'à maintenant, c'était la question commune. La première condition de 575, est-ce que les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes? Là, on se pose la question immédiatement. Depuis Vivendi, Cour suprême aussi, Delaniello contre Vivendi 2014, on nous a dit, du moment que vous avez une seule question de fait ou de droit qui peut être commune aux membres du groupe et qui fait, et là je vais y référer, et qui fait, je reprends là, pour satisfaire aux critères de la communauté de questions 2003A, c'est l'ancien critère sous l'ancien code, le requérant doit démontrer qu'un aspect du litige se prête à une décision collective et qu'une fois cet aspect décidé, les parties auront réglé une part non négligeable du litige. Ainsi, la seule présence d'une question de droit ou de fait identique, connexe ou similaire, suffit pour satisfaire aux critères 2003A, sauf si cette question ne joue qu'un rôle négligeable quant au sort du recours. Donc, on se réfugie dans le caractère non négligeable de l'unique question commune qui pourrait être identifiée. Et de savoir, il y a au moins une question commune non négligeable qui est présente, puis le juge Hamilton et le juge Vauclair nous disent non. C'est essentiellement ça, the lay of the land présentement. On nous dit moi, le passage que je retiens, je pense que c'est Hamilton. Il faudrait que j'y revienne. Le juge de première instance fait erreur en considérant que le caractère illicite et intentionnel de l'atteinte aux droits garantis par la Charte est une question commune justifiant l'autorisation de l'action collective. Ça, c'est dans la rubrique sur l'atteinte à la Charte. C'est ça. Il y a différents... c'est ça. Oui, mais c'est la même... Oui, mais c'est la même dynamique. Il se trompe en disant que le caractère illicite et intentionnel de l'atteinte aux droits est une question commune. Exact. Et ainsi de suite, par exemple, pour la composante objective de l'impossibilité d'agir. Puis là, on pourrait rentrer dans des détails très, très techniques, mais essentiellement, le juge Hamilton, question commune par question commune qui avait été identifiée en première instance, dit à chaque fois, non, ça ne fait pas progresser le débat de façon non négligeable. Donc, et à sa décharge, et évidemment, il n'y a pas la position populaire, là, le juge Hamilton là-dedans, puis je vous dis, je la supporte pas nécessairement, puis je suis pas contre non plus, mais on doit souligner aussi le paragraphe 63 où d'emblée, le juge Hamilton nous dit
Il y a lieu de débuter le pourvoi par une remarque. Le présent appel ne traite pas du fond du litige opposant les parties sur lequel il ne m'appartient pas de me prononcer. Donc, il nous rappelle qu'il est en matière de l'utilisation ou non d'un véhicule procédural. Puis il vient pas dire que victime 1, Madame Tulane, victime 2, victime 3, victime 4, il vient pas d'aucune façon minimiser le recours ou ce que les gens allèguent avoir subi. Puis ça, je pense que c'est dit d'emblée. Oui, il dit la seule question à trancher. Oui, puis il dit la seule question à trancher concerne les véhicules procéduraux choisis par l'intimé, soit l'action collective, et plus particulièrement son autorisation. Il ne concerne en rien le fond de l'affaire sur lequel il ne m'appartient pas de me prononcer. Exactement. Voilà. C'est important. C'est surtout important que deux gars qui parlent de ce dossier-là dans un podcast aussi font la distinction. Nous autres aussi, on parle d'action collective ici. On n'en parle pas de ce dossier-là particulièrement. Tout à fait. Mais je pense que tu as raison en disant que c'est clairement la direction qu'on devra prendre à partir de maintenant, la décision de la Cour suprême, surtout, là, qu'est-ce qui s'en vient, qu'à partir de maintenant, c'est quoi la direction qu'on va faire pour l'application des critères. Je pense que c'est important. Ça va être une belle occasion pour la Cour suprême, si elle se prononce comme telle, de peut-être, encore une fois, parce qu'elle le fait relativement régulièrement, là, c'est je veux dire, les dossiers civils qui montent du Québec à la Cour suprême, là, il n'y en a pas tant que ça dans l'absolu. Mais dans ce lot-là, il y a une surreprésentation des actions collectives. Mais ça va être une autre occasion, probablement, pour la Cour suprême de venir nous parler des critères d'autorisation. Une occasion peut-être d'en préciser certains au passage. Je suis certain qu'on pourrait trouver d'autres commentateurs que moi qui diraient « Ah, mais cette affaire-là est tellement exceptionnelle, tellement unique, est-ce que ça va vraiment changer l'état du droit? Parce qu'on est tellement aux confins des limites du cadre habituel de l'action collective. Mais les gens pourraient nous dire, ça ne sera pas si révolutionnaire que ça parce que ces faits-là sont tellement anecdotiques et rares que, pas nécessairement. Mais d'ailleurs, j'ai lu quelques commentaires sur cet arrêt-là. Et ce que j'ai retenu, que j'ai mis dans le synopsis d'ailleurs, on parle, c'est des particularités des actions collectives en matière d'abus sexuels. Fait que là, déjà là, on va, si ces critiques-là ont raison, peut-être que la Cour suprême va être assez habile aussi pour dire, on vous fait tout un paquet de critères, là, mais ça va s'appliquer plutôt dans des cas très précis ou plutôt rares. Malgré que, écoute, là, on parle de rares, mais on a des congrégations religieuses sont en train de passer au tabac là, ces temps-ci. Sans mauvais jeu de mots avec le tabac aussi. Oui, tout à fait. On parle, disons, d'un autre dossier, on s'en va dans un autre registre, d'un autre dossier médiatisé, Volkswagen. En cause, véhicule muni de dispositifs truqués qui faussaient les résultats des tests d'émissions polluantes afin de paraître ces voitures moins polluantes. Il y a des demandes déposées en 2015 au Canada, aux États-Unis, et au Canada et ailleurs. Et on a une demande tout à fait distincte en 2018 par André Bellil de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique au nom de tous les Québécois et les Québécoises. On en a parlé tout à l'heure, donc pas juste les gens qui ont eu des Vaux. Ça, c'est le fun, c'est d'un œil là, d'un gars qui fait d'un avocat qui fait de l'action collective. C'est intéressant parce que là, on a un groupe qui est, je pense que ça n'a jamais été défini comme ça, les Québécois en entier. Oui. Mes commentaires vont se limiter à cette question parce que mon cabinet agissait pour les membres du groupe dans le premier dossier Volkswagen dont tu vas parler, celui qui représentait les propriétaires, et le dossier n'est pas complètement terminé actuellement. Je ne suis pas impliqué au dossier, mais mon cabinet l'est. Mais si on s'intéresse par ailleurs au phénomène de la possibilité qu'un groupe aussi large que l'ensemble des citoyens puisse exister, ma réponse d'emblée, c'est, je vais être un peu plate, Hugo, mais si on regarde encore les 4 critères d'autorisation, il n'y a pas de limite. Il y a un groupe. Puis s'il est défini comme étant ceux qui ont respiré de l'air, mais que par ailleurs, les critères sont présents, et par ailleurs, le recours, s'il y a toutes les autres composantes de la responsabilité qui sont présentes, puis toutes les composantes d'autorisation d'une action collective, il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas de l'avant du simple fait qu'on parle de 8,32 millions ou je sais pas qu'on est rendu combien, le dernier décompte au Québec, mais c'est pas en soi un critère. C'est pas est-ce que c'est une difficulté additionnelle pour les gens qui prennent le recours? Peut-être.
Est-ce que c'est une matière à se gratter un peu la tête pour un tribunal qui aurait, pour la suite des choses, à gérer autant de réclamations? Peut-être. Mais en soi, dans la mesure où les critères sont respectés et les mécaniques l'est, moi, je ne vous... C'est pas quelque chose qui m'émeut tant que ça, là. Okay. Moi, je vois plutôt du côté pratique. Si j'enlève mon chapeau de juriste, du côté pratique, on va si jamais il y a une décision, on va recevoir chacun 2,53 $, chaque citoyen du Québec. Et ben là, on s'en va sur tous les cas de est-ce que c'est rendu un peu frivole, ce type d'action-là. Est-ce qu'on veut mobiliser les ressources pour ça? Mais comment on l'établit, le critère? Comment on l'interdit, ça? Comment on balise ça? Mm-hmm. Ben, le juge Fournier a le même questionnement. Il est tout à fait d'accord que ce véhicule procédural-là a sa raison d'être, mais ça prend tellement de ressources qu'on est tout le temps un peu pris. Depuis 2015, mais les ressources, près de 80 demandes d'autorisation sont déposées chaque année au Québec. Tu ne réussiras pas à me faire dire que qu'il y en a trop. Je pense que le mécanisme de filtrage, il fonctionne, puis que ceux qui sont frivoles, ils sont évacués. Est-ce qu'il pourrait y avoir un resserrement jurisprudentiel des critères? Possiblement. On sait historiquement depuis 25-30 ans que... Puis j'ai écrit des textes, moi, en 2004, où on parlait d'un balancier qui était à un endroit, puis en 2008... Je disais que le balancier se promenait. Là, le balancier est revenu du côté où le niveau d'autorisation est relativement facile. Mm-hmm. Est-ce que la juge Biche avec Boiron et les récents commentaires de la Cour d'appel fait en sorte que le balancier revient? La réponse, probablement oui. Mais ce balancement-là, quant à moi, il est naturel, normal. C'est les tribunaux qui évoluent, qui s'expriment, mais on n'a pas trouvé mieux comme mécanisme de filtrage. Est-ce qu'on va commencer à dire « Ah, mais toute réclamation en bas de 5 $ n'a pas sa place? » C'est assez difficile. Non, c'est des critères qu'on peut pas faire. Est-ce que plus d'1 million de personnes? Non. Est-ce que, tu sais, alors, on pourrait s'amuser là, à dire ben, comment on resserre le tout? Le rapport annuel 2018-2019 du Fonds d'aide aux actions collectives nous parle qu'il y a environ 560 dossiers actifs en action collective au Québec. Comme j'ai dit tout à l'heure, le juge en chef de la Cour supérieure, Jacques Fournier, parle d'un fardeau pour le système judiciaire. Et en 2016, toi, tu en as parlé, la juge Biche de la Cour d'appel suggérait l'abolition de l'étape de l'autorisation. C'est toutes des possibilités? Diminuer le nombre de dossiers. Ça ne fera pas diminuer le nombre de dossiers. Ça va juste, cependant, streamliner, faire un peu un streamline des dossiers. Ça va peut-être diminuer le fardeau. Ouais, mais on va faire quoi? On va faire dans tous les cas, quelqu'un va arriver avec une requête en rejet. Puis finalement, ça va être plus ou moins des critères semblables qui vont s'exprimer dans le contexte d'une requête en rejet, à savoir si on a un dossier qui devrait survivre ou qui est frivole, puis on va se baser sur, par exemple, une apparence de droit, par exemple, l'existence d'un groupe, par exemple, l'absence de conflit d'intérêt. Donc, on va évacuer la frivolité, probablement en utilisant les mêmes arguments desquels on va se nourrir à l'enseigne de 30 ans de jurisprudence en matière d'autorisation. Et non seulement ça, c'est peut-être aussi d'enlever des droits à des gens qui en ont probablement de toute façon quand même besoin. Puis là, je mets tous les gants blancs que vous pouvez me prêter ici, mais le système judiciaire... Tu commences à me connaître un peu, pas beaucoup de gants blancs. C'est ça, je regarde autour de moi, puis je regarde encore, j'ai encore les mains nues, là, mais tu sais, le système judiciaire qui est sollicité, je suis sensible comme praticien, comme officier de justice, à ce phénomène-là. Mais que la pierre ne soit lancée qu'à l'action collective, j'aimerais probablement venir dire oui, mais les dossiers de construction qui remplissent les tribunaux de pièces sans fin, avec des 12 requêtes en prolongation de délai parce que l'expert en quantum, ça fait 1 an et demi qu'il travaille sur son quantum parce que il y a 8 faisceaux de recours en garantie pour des dossiers où ce sont tous des assureurs qui sont au dossier, alors qu'il y a des particuliers qui attendent pour leur procès. Ça, c'est un autre phénomène. Et je pourrais en nommer
au moins, j'ai mes deux mains, là, tu me vois faire le 5-10, là, des phénomènes qui surtaxent le système judiciaire, il y en a beaucoup. Et de voir parfois dans les médias que l'action collective est pointée du doigt, je dirais, plus souvent qu'à son tour, c'est un peu ma réponse éditoriale là-dessus, en disant on doit regarder ça avec des lunettes plus larges et regarder peut-être au niveau du fonctionnement du système de justice, comment on peut l'améliorer. J'écoutais ton podcast avec le professeur Gautret, notamment, en début de série, où on disait, mais est-ce que nos tribunaux sont adaptés? Est-ce que nos tribunaux sont adaptés à la réalité d'aujourd'hui, au rythme d'aujourd'hui, à la vie d'aujourd'hui? On a vu, nous deux, dans notre pratique, l'accélération du rythme depuis les 20 dernières années. Ouais. Je suis pas certain que les tribunaux ont réussi à suivre ce rythme-là. Alors, est-ce qu'on tire les bons messagers? Ouais. Je suis pas certain. Il faut comprendre, il faut admettre qu'au niveau de l'action collective, je comprends que tu parlais des dossiers de construction qui avaient des 6, 7, 8 demandes de prolongation. Dans le dossier des cigarettiers, ça fait 15 ou 20 ans, puis c'est toujours pas rendu au bout non plus. Donc, au niveau des délais, je pense que c'est systémique un peu, là. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que Jordan commence au niveau pénal et criminel, ça commence à améliorer les choses. Cependant, je pense pas que c'est unique aux procès normaux, disons, les délais. Là, je pense que ça s'applique aussi beaucoup au niveau. Les délais sont très longs quand même en action collective. J'inviterais nos auditeurs à regarder il y a les travaux de la professeure Piché, Catherine Piché, qui a un groupe de recherche à l'Université de Montréal sur les actions collectives et qui, pour ceux qui sont intéressés par les statistiques surtout, et pour peut-être dégonfler certains mythes sur l'inefficience des actions collectives ou sur le nombre ou sur les ratios, recours autorisé, recours pas autorisé. Les textes du professeur Piché sur le sujet sont super intéressants parce que ça donne accès à la véritable photographie. Ouais, mais merci de partager ça. Oui, et puis peut-être qu'en lien, quelque part, on peut mettre la référence à... Ben, comme toujours, je dis toujours la même chose, comme toujours, chers auditeurs, tous les liens pertinents en rapport à cet épisode vont être dans les notes de l'épisode, vont être sur votre application de balado, vont être aussi sur le site web rivercastmedia.com/QDP sous l'épisode de Jean-Philippe Lincourt. Mais c'est important de le mentionner. Je pense que c'est important de mon côté de le mentionner, puis c'est important aussi, toi, de ton côté, que les deux pieds dedans, de dire, ben finalement, c'est peut-être pas nécessairement si pire que ça, puis je pense que c'est important. Mais, oui. Et là, on s'en va dans d'autres types de défis, parce que vous faites critiquer pour d'autres choses que des délais. La juge Claudine Roy a récemment refusé de verser des millions de dollars à un cabinet dans un dossier impliquant différentes banques. Ça, c'est il y a 2 ans. Puisque, à moins de me tromper, je pense que les victimes ont reçu 2,17 $ et on parlait de millions de dollars qui étaient payables aux avocats. Le juge Clément Sanson, début 2019, donc pas très très longtemps, la Cour supérieure a réduit de presque moitié les honoraires déraisonnables exigés par les avocats en demande pour remettre des centaines de milliers de dollars aux victimes de la légionellose. Il y a certains points de vue positifs, cependant, qu'on va revenir, mais est-ce qu'on peut adresser la question directement des critiques, là, entre autres au niveau de la rémunération des avocats? Et c'est peut-être pas nécessairement moi, je vois pas ça comme une critique. Je veux dire, on regarde, je pense que c'est la juge Roy qui a fait un tableau récemment dans une des décisions de ce qui était payé versus... on demande souvent aux avocats, je pense que, dis-moi si je me trompe, on demande aux avocats combien ils ont mis d'heures là-dedans dans le dossier quand même pour essayer de voir un peu, voir si ça fait un certain sens. Il y a aussi des genres de lettres mandat là, qui autorisent certains pourcentages qui vont n'importe où entre 8 et 30% là, qu'on voit un peu partout. Ça semble être assez... la norme. Moi, ça me gêne pas du tout, mais j'aimerais ça au moins qu'on discute là, de la façon dont vous êtes rémunéré puis comment ça fonctionne. Vous étant, disons, le barreau de la demande là, en matière d'action collective. Écoute, moi, j'ai le goût d'aborder le sujet avec deux commentaires. Vas-y. Le premier,
C'est intéressant de noter que, puis on avait la discussion avec tes acolytes pendant la pause, le fait que les actions collectives soient aussi en gestion particulière vient aussi avec certaines règles du code de procédure qui font en sorte que il y a plusieurs gestes qu'habituellement on peut poser de façon consensuelle entre les parties dans un dossier classique. Ouais. Mais attention, en matière d'action collective, comme les parties, il y en a plusieurs. La masse critique, elle n'est pas toujours présente à la table durant le déroulement du recours. Et on l'a dit, c'est un mandat judiciaire. Alors, on doit passer par le tribunal pour être autorisé à faire plein de gestes. Qui dit entente de règlement en matière d'action collective, dit approbation par le tribunal. Donc, on ne peut pas venir tout simplement annoncer le règlement d'un dossier d'action collective sans avoir obtenu l'autorisation du juge. Oui, parce que les honoraires sont accordés dans un... Ben voilà. Alors, j'en viens là. Même l'honoraire de l'avocat en demande fait partie de ce qui doit être demandé au tribunal. Et donc, le tribunal conserve est l'arbitre de ce qui va être payé aux avocats. Mm-hmm. Et par exemple, les cas que tu pourrais me citer, puis il y en a d'autres, puis il y a plein de cas aussi où le tribunal estime que ces pourcentages-là sont fort raisonnables dans les circonstances, compte tenu de plein de critères qui existent, qui sont connus en jurisprudence depuis des années, et où on n'en fait pas de cas, puis ça ne fait pas les manchettes. Ce que ça m'amène à dire, c'est la preuve que le système fonctionne. C'est la preuve que quand c'est déraisonnable, ben le tribunal retrousse ses manches et joue son rôle et sanctionne des abus. Ouais. Donc, il y a un filet, donc il y a un mécanisme, et donc comme c'est des décisions qui sont publiques, c'est évident, ça fait la manchette, c'est sensationnaliste souvent lorsqu'on le rapporte. Quand il y a un gros chiffre, je suis d'accord c'est ça. avec toi. Et donc ça, c'est le premier commentaire que je fais, c'est de dire, non, c'est la preuve est dans le pudding, ça démontre que effectivement, la police, elle est là, puis s'il y a des gens qui roulent à 140 sur l'autoroute, ils se font attraper. Avant que tu aies ton deuxième point, juste pour dire, la juge Roy a fait son tableau dans une cause de 2017, option consommateur contre Fortin, Banque Amex du Canada. Ouais. Et là, on a un tableau qui présente un bon portrait de ce qui se fait au niveau de la rémunération des avocats dans les actions collectives. Ton deuxième élément. Point, je dois aussi me faire le porte-parole aussi du modèle d'affaires de la plupart, et je dirais la majorité des cabinets sérieux en demande en action collective qui ont un modèle d'affaires qui fait en sorte que ça permet à ces cabinets-là d'entreprendre des dossiers qui ne sont pas faciles contre des défendeurs qui sont parfois... Nous, je prends... Par exemple, nous, au bureau, on fait beaucoup de dossiers en matière de droit de la concurrence. Qui, souvent, les défendeurs, c'est des gens qui ont participé à des cartels en matière de fixation des prix, qui ont plaidé donc coupables, souvent, à des infractions criminelles, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Canada. Donc, puis c'est souvent des multinationales, okay, qui ont des ressources importantes, qui commettent des actes criminels, et ces actes criminels-là ont des impacts économiques importants sur des marchés, et en bout de ligne, sur des consommateurs. Mais se défendre quand même au civil. Et ils se défendent quand même au civil. Vos modèles d'affaires sont souvent que vous permettez aux consommateurs d'avoir une représentation, vous avancez les frais du dossier, et à un moment donné, il faut être payé. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pendant 8 ans, je ne suis pas payé. Et qui dit que je vais nécessairement avoir gain de cause au terme de l'exercice, je supporte ce risque-là tout le temps du dossier. Alors, c'est certain que ça se paye aussi. Sinon, s'il n'y a personne qui est là pour les prendre, les actions collectives, il n'y en aura pas. Il y aurait des comportements qui vont rester impunis et non compensés. Alors, c'est ma réponse aussi que le système doit aussi permettre à ces modèles d'affaires-là de survivre. Évidemment qu'il y a des dossiers où le résultat, où le ratio gain pour le consommateur, gain pour l'avocat est choquant. Et ça, évidemment,
C'est quelque chose que je n'aime pas voir, qui ne fait pas bonne presse à notre industrie, je le dis comme ça. Mais bon, on tente de s'éloigner le plus possible de ce modèle-là. Et une des clés pour s'en éloigner, c'est d'avoir réellement le sort des membres du groupe, d'avoir vraiment leur sort à cœur. Oui, tout à fait. Et il y a des mécanismes pour bien faire son travail en termes de rejoindre les gens. Être imaginatif dans notre programme d'avis aux membres. Utiliser plus que les moyens traditionnels. Là. Aller au-delà de la page des avis légaux à la page N11 d'un quotidien, par exemple. Ouais. Mettre sur pied des annonces pendant des podcasts, mettre sur pied des mailing lists, mettre sur pied un compte Instagram pour rejoindre certains... Donc, bref, il y a un paquet de moyens originaux et les tribunaux de plus en plus les acceptent et en font la promotion pour dire, ben non, mais la façon de rejoindre les gens réellement pour offrir l'indemnité, soyons créatifs, soyons imaginatifs, puis il faut investir de l'énergie à la 3e étape pour rejoindre les gens. Puis c'est peut-être là la critique qu'on devrait réellement la faire. Moi, j'en suis pas tellement au montant qu'on offre aux avocats. J'en suis sur les efforts réels qui sont faits en bout de piste à la 3e étape pour effectivement rejoindre les gens. Mais comme je t'ai dit, j'ai dit il y a une critique, mais j'ai dit il y a aussi des points de vue plus positifs. Puis je ferais pas mon travail si je te donnais pas de l'autre côté aussi. Donc Catherine Piché de l'Université de Montréal, que tu as cité tout à l'heure, qui est directrice du laboratoire sur les actions collectives, parle d'un système imparfait, mais au moins qui permet à des groupes d'être compensés dans une large mesure. Maître Jeff Ornstein, avocat au cabinet Groupe du droit des consommateurs, il dit « Les avocats en demande doivent être bien rémunérés. C'est une question de compétition contre les avocats en défense. » Donc, tu l'as mentionné un petit peu. Et il y a aussi Maître Josiane Fréchette, avocate chez Options Consommateurs, qui souligne que les actions collectives facilitent l'accès à la justice. Donc, on a un besoin de bien compenser les avocats en demande. Et je t'avoue qu'un des objectifs de question de preuve, c'est justement de favoriser l'accès à la justice, parce que l'accès à la justice, c'est pas juste nécessairement que ça coûte cher puis les gens peuvent pas se représenter, c'est est-ce que tu as un droit, est-ce que quelqu'un est prêt à prendre et te représenter pour ce droit-là? Pour $0. Parce que le corollaire de ça, pour le membre du groupe, c'est que ça lui coûte rien out of pocket. Parce que justement, je veux dire, n'importe qui s'adresse aux tribunaux, écoute, on est rendu quoi? Quelqu'un qui a un vice caché, Hugo, de 45 000 $. Puis tu constates que le défendeur a les reins solides, puis qu'il va se défendre. Tu vas-tu à procès pour 45 000 $? Non. Tu vas-tu faire ça? Tu vas-tu dire ça à ton client? On fait la même réflexion à plein de gens dans plein de podcasts qu'on a eu. Vice caché de 60 000, juste en frais d'expertise en partant, on a un problème. C'est ça. Alors, mais en action collective, tu n'investis pas là, ton 45 000 pour ton avocat. Là. Mm-hmm. Alors, quelque part, il faut que cet argent-là soit dirigé vers les gens qui prennent le risque. Là. On a fait pas mal le tour. Je vais aussi m'assurer, là, chers auditeurs, que je vais mettre certains liens supplémentaires au niveau de la doctrine. Le colloque national sur l'action collective, développement récent au Québec, au Canada et aux États-Unis, 2019. T'as levé ton doigt? Ben, j'ai levé mon doigt, surtout pour, si c'est l'occasion de le dire et d'en faire la promotion, j'ai la chance de faire partie des avocats qui collaborent à la programmation du colloque annuel du Barreau du Québec en matière d'action collective. Oui, historiquement géré de main de maître par maître Jean Saint-Onge, maintenant chez Borden Landner Gervais depuis quelques années. Et c'est un grand plaisir pour moi de revenir dans le groupe des avocats qui mettent sur pied cette conférence-là, qui s'échelonne sur 2 jours. Ce qui est intéressant, j'en fais un peu la promotion aujourd'hui, c'est qu'on a des conférenciers qui viennent évidemment du Québec, qui viennent d'ailleurs au Canada et même des États-Unis. Il y a des membres de la magistrature aussi qui sont invités, qui font partie des panels. Donc, on a une super programmation qu'on offre maintenant annuellement aux membres du barreau. C'est un rendez-vous intéressant, c'est 14 heures de formation continue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la traduction
discussion en simultané en salle. C'est-à-dire que le praticien unilingue francophone, n'y perd pas au change quand c'est l'Américain qui vient discuter d'un sujet en anglais. Donc, c'est hyper interactif. Bravo. Alors, c'est un rendez-vous. Maintenant qu'on a fait le tour des actions collectives, Jean-Philippe Lincourt, à tous les épisodes, je demande à un invité un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est incontournable dans ta vie professionnelle. Je vais te poser la même question et je vais parler du mien en premier. Alors, ça va te donner quelques minutes pour y penser. De mon côté, aujourd'hui, évidemment, c'est peut-être pas nécessairement des outils que moi, je me sers à tous les jours parce qu'il faut que j'arrive avec un nouvel outil à toutes les semaines. Mais de mon côté, je vais vous mentionner aujourd'hui le laboratoire de cyberjustice et plus particulièrement son logiciel Parle, P-A-R-L-E, pour la plateforme d'aide au règlement aux litiges en ligne. Parle, c'est une solution technologique dédiée à l'administration de la justice qui fournit aux justiciables un outil pour favoriser le règlement des litiges, mais en ligne. Donc, c'est facile, rapide et c'est dans un environnement privé et sécurisé. On peut faire la création de dossiers, utiliser des formulaires sur mesure, téléverser donc ou uploader là, des documents. On fait la négociation, on fait de la médiation, même soumettre un processus d'adjudication si on le veut. Et quand tout est terminé, les documents mettant en terme au litige sont générés automatiquement et signés électroniquement. Donc, tout ça est en ligne. C'est le laboratoire de cyberjustice. C'est super. Allez sur le site d'ailleurs du laboratoire de cyberjustice. C'est québécois. C'est vraiment, vraiment bien fait. Le droit, ça s'en va vers ça. Des modes alternatifs de résolution de conflits, on en parle de plus en plus. Mais une de ces méthodes alternatives-là, ça sera de régler des dossiers en ligne. Le logiciel Parle est un exemple. eBay a aussi une plateforme de Online Dispute Resolution, le ODR. Et dans une conférence tenue à La Haye en 2016, on a mentionné qu'à eBay arrivait à résoudre, écoutez bien ça, 60 millions de conflits par année avec sa plateforme de résolution de conflits en ligne. Bon, évidemment, des fois, c'est on a acheté quelque chose à 2,16 là, puis on fait la plainte, mais en fait, ici, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a un mode de règlement de conflit qui est offert en ligne et qui va permettre une certaine confidentialité. Tu n'as plus nécessairement besoin de confronter quelqu'un. Tu déposes les documents directement. Il n'y a plus d'histoire de témoignage, d'être nerveux. On s'en va vers ça. Donc, c'est bon de se mettre à jour, chers juristes, avocats, notaires, et de regarder ce qui se fait dans ce domaine du droit particulier, c'est-à-dire de la résolution de conflits en ligne. C'est mon outil du praticien pour cet épisode. Jean-Philippe Lincourt, est-ce que tu as quelque chose, un ouvrage, un outil, une application, un item que tu sers à tous les jours, que c'est un incontournable dans ta vie professionnelle? En fait, j'hésite. Je vais te parler des deux outils que j'utilise le plus au quotidien. Le premier étant la machine à café. Alors, il est nécessaire, et c'est comme la porte d'entrée à me faire fonctionner pour le restant de la journée, donc certainement. Mais sur une base un peu plus sérieuse, inspiré un peu par ton outil de l'épisode, je me dois un peu de faire la promotion du registre des actions collectives dont on a parlé brièvement tantôt, mais j'invite les praticiens, les gens qui nous écoutent, les citoyens à apprivoiser ou du moins à savoir que le registre existe parce que souvent, on est membre d'actions collectives, comme citoyen, comme consommateur, comme détenteur d'actions, comme résident, peu importe le titre qu'on a. On est susceptible d'être membre d'une action collective, on est susceptible d'avoir des droits. Et il y a une obligation depuis 2016 que tous les recours collectifs qui sont déposés, il y a une obligation qui est faite aux avocats dans le contexte du règlement de pratique de la Cour supérieure en matière d'action collective. L'obligation est faite à tous les avocats, d'abord en demande, d'inscrire tout recours collectif qui est déposé au registre et ensuite de mettre à jour le registre tout au long de la vie du dossier. Donc, l'avis d'une action collective, c'est public. C'est pas caché dans le dossier de la Cour, c'est pas caché dans le dossier de l'avocat, c'est public sur le registre. Donc, vous êtes membre d'un groupe, vous pouvez savoir en temps réel ce qui se passe en consultant le registre, voir les avis aux membres, voir les prochaines requêtes, voir les récents jugements. Bref, vous pouvez suivre votre action collective
à toute fin de pratique en temps réel, dans la mesure où les gens remplissent leur obligation de le mettre à jour. Donc, je pense que c'est un réflexe citoyen qui doit être mieux connu, entretenu, utilisé. Le registre, je vous dirais qu'il est fonctionnel, qu'il est correct comme outil, mais évidemment, plus il devient populaire et utilisé et dans les réflexes des gens, ben probablement que les prochaines versions vont être améliorées, plus sophistiquées, mieux financées, ainsi de suite. Alors, moi, j'invite les gens à connaître l'outil. Mais c'est tout à fait concept, premièrement. Merci, c'est une très bonne idée. Puis c'est vrai que ça devrait être un réflexe citoyen. Le registre, c'est assez facile. Registre des actions collectives en un seul mot, .Québec. Maintenant, Jean-Philippe, on sait quand de la conférence qui s'en vient. As-tu d'autres projets à venir? Conférences, enseignements, dossiers d'envergure que tu penses que tu pourrais nous donner un petit scoop ou nous dire qu'est-ce qui s'en vient dans les affaires intéressantes? J'ai la chance d'avoir que des dossiers intéressants, Hugo. Mais beaucoup de présence à la cour, je dirais, dans la prochaine année, c'est certain. Beaucoup de dossiers en droit de la concurrence, quelques dossiers en droit de la consommation, une présence à la cour d'appel où on débattra d'enjeux intéressants de communication de documents dans le contexte de la deuxième étape d'une action collective et dans lequel se rencontreront des concepts de common law et de droit civil sur essentiellement la notion de pré-engagement. On parle ici d'à peu près un peu plus de 2 millions de documents et de savoir c'est le fardeau de qui de les étudier, de poser des questions dans un contexte où à peu près 60% des documents sont en langue asiatique. Donc, il y a des enjeux de traduction, de e-discovery, de toutes ces choses-là. Alors, tout à l'avantage de la défense. Ben, je t'en demande. Tu me parlais de défis. C'est ça. Ouais. C'en est un. Alors, voilà. Merci. Enfin, c'est ce qui va m'occuper dans les prochaines semaines. C'est intéressant. On peut te rejoindre où au bureau 514-987-6685? C'est le bon vieux téléphone. jplincourt@bellolapointe.com. Exact, le courriel. Et voilà. Je vais aussi mettre ton lien de ta page de présentation sur le site de ton bureau dans les notes de l'épisode. Je vais aussi mettre un lien LinkedIn dans les notes de l'épisode. Oui. Je te remercie sincèrement, Jean-Philippe Lincourt, avocat chez Bello-Lapointe qui concentre sa pratique sur les actions collectives. N'hésitez pas à communiquer avec lui pour vos besoins en cette matière. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est un plaisir, Hugo. Merci aussi à James Patrick Cannon, mon recherchiste, pour son travail essentiel à la préparation des épisodes. James est pas mal toujours avec nous lors des enregistrements, mais pas aujourd'hui. Merci à Constance qui s'occupe de l'arrière-scène et s'assure qu'on a des invités, des épisodes enregistrés. Pour ce qui s'en vient, on va essayer d'autres formats afin de vous garder intéressés. Je vous remercie de votre attention. Le mot-clé pour cet épisode est pollution. Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Les détails sont disponibles sur rivercastmedia.com. Quant à moi, je suis @HRMartin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Ceci dit, abonnez-vous, achetez des crédits de formation, 300$ pour 30 heures de formation. Il n'y a pas de meilleure aubaine. C'est même pas assez cher pour vous empêcher d'aller à d'autres formations. Pourquoi pas d'ailleurs au colloque sur les actions collectives. Le colloque national sur l'action collective 2020 aura d'ailleurs lieu par webinaire les 22 et 23 octobre 2020. Mais aussi, abonnez-vous gratuitement. C'est gratuit d'écouter le podcast Questions de preuve. Nous, ça va nous permettre de continuer à produire et à diffuser des épisodes. Si vous aimez ça, écoutez-nous dans la voiture. Allez sur rivercastmedia.com/QDP pour vous abonner. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.